Est-ce qu'il y avait un problème? Je continue. Donc, porte sur des projets qui, principalement de catégorie 1, que l'on appelle actuellement, donc sur des projets médicaments, des RIPH, du DM ou des produits de corps humain. Il peut porter aussi sur des anciennes études RBM, pas simplement sur les nouvelles études de Loi Jardé. L'équipe d'inspecteurs est constituée de 6 personnes. Les inspections durent entre 3 à 5 jours en fonction des sites et ils réalisent à peu près 40 à 50 inspections dans l'année. Donc, pour organiser ces inspections, ils ont un programme annuel. Ils passent par une phase de préparation. Il y a ensuite une inspection sur site. Alors, il y a 2 sites qui nous concernent chez nous, les sites investigateurs et le promoteur. Il s'ensuit un rapport d'inspection et une gestion des suites éventuellement. Alors, comment ça s'est passé? En termes de chronologie, nous avons eu l'inspection de 2 sites, de 2 études médicaments, pardon, donc sur des inspections de sites. Les études portaient sur des radiopharmaceutiques, parce qu'il y avait un programme d'inspection dans ce cadre, et sur une population à risque. Nous avions 3 sites investigateurs qui ont été inspectés en juin, en octobre et en novembre 2017. Par la suite, nous avons eu un rapport d'inspection avec des constats non seulement pour les sites, mais aussi pour le promoteur. Donc, il faut être alerté sur ce fait que c'est pas parce que l'inspection se déroule sur un site que le promoteur n'est pas impliqué. Les inspections du promoteur, alors c'est l'inspection qui a suivi ces inspections de site. Elles ont porté sur les 2 études médicaments précédemment inspectées et s'est déroulée en mois de mars 2018. Au niveau de l'annonce, nous avions reçu préalablement un appel à la DRCI d'un des inspecteurs pour obtenir des informations sur les projets médicaments promus par l'établissement sur une période donnée. Suite à cet échange qui a lieu plusieurs semaines avant l'annonce, il y a eu après un échange informel avec les inspecteurs pour convenir de dates, non seulement dans un premier temps avec les investigateurs lorsqu'il s'agissait des inspections de site, puis avec le promoteur. Les inspecteurs ont un programme très dense, vous l'avez vu tout à l'heure avec le nombre d'inspections réalisées. Donc, ils ont une marge de manœuvre dans leur calendrier, mais elle reste faible. Donc, en général, il faut respecter les dates qu'ils nous imposent. Et il faut avoir un argument majeur, donc une non-disponibilité, par exemple, de l'investigateur principal sur les dates proposées, ce qui peut arriver. Il s'ensuit un courrier officiel adressé au site investigateur pour les sites d'inspection et au promoteur lorsqu'il s'agit d'une inspection du promoteur. Et cette annonce, ce courrier, se fait à peu près 4 à 6 semaines avant la date précédemment arrêtée. L'annonce de l'inspection, dans ce courrier, il stipule le nombre de jours. Alors, c'est entre 2 et 5 jours, comme on l'a dit précédemment. Il nous envoie conjointement une liste de documents pour la préparation de l'inspection et ces documents sont à transmettre dans les 15 jours et sous format papier et sous format informatisé. Donc, il faut prévoir une plateforme d'échange sécurisée parce que vous allez le voir par la suite. La quantité de documents à transmettre est assez conséquente. Donc, pour les inspections de sites investigateurs, on va vous demander un certain nombre de documents réglementaires tels que le protocole, les documents d'information et de recueil de consentement, la brochure investigateur, des tableaux de suivi et des tableaux reprenant toutes les dates de soumission aux autorités et les réceptions des avis au comité de protection des personnes et aux autorisations de l'ANSM. Ils vont vous demander aussi un certain nombre de documents de suivi, tels que les comptes rendus de monitoring, le rapport annuel de sécurité de la vigilance,
Lorsqu'il s'agit par contre d'une inspection du promoteur, les documents à fournir sont un peu différents, ils sont complémentaires. On va avoir des documents qui portent sur l'activité en matière de recherche biomédicale ou RIPH, tels que la liste des projets promus sur une certaine période donnée. Là, c'était, vous voyez, entre 2015 et 2017, puisque l'inspection s'est déroulée en 2017. Donc, ils veulent avoir une idée de notre activité en termes de projets promus. Il nous demande aussi un certain nombre d'informations concernant l'organisation de notre système, notre organisation et notre système documentaire, excusez-moi, avec un organigramme détaillé, des copies des fiches de poste des principales fonctions, une brève description du système qualité, et un certain nombre de procédures qui sont à fournir également. Alors attention, pour ces procédures, il faut non seulement fournir les procédures en vigueur, mais aussi celles qui étaient en vigueur au moment du déroulement de l'étude. Donc ça peut être un petit peu plus contraignant. En général, les procédures qui sont demandées sont celles qui vont être ultérieurement inspectées. D'autres documents seront nécessaires à transmettre, tels que la liste des principaux prestataires, un exemplaire du cahier d'observation, des tableaux récapitulatifs des événements indésirables graves, le plan de monitoring, la liste des visites de monitoring qui auront été réalisées depuis les précédentes inspections, des rapports d'analyse intermédiaire si existants, le rapport annuel de sécurité ou le dernier qui n'a pas encore été communiqué par rapport aux précédentes inspections, et une description du circuit des médicaments expérimentaux. Lorsque vous avez envoyé tous ces documents donc dans les 15 jours suivant la lettre d'annonce, et il vous reste aussi du temps en parallèle pour préparer l'inspection. Alors pour l'inspection de site, en tant que promoteur, vous n'avez pas la main, vous pouvez juste proposer de l'aide. Nous avons procédé de 3 façons différentes selon les centres. Pour un des centres, nous avons réalisé un audit. Et pour un autre centre, nous avons réalisé une visite de monitoring sur le centre à la demande de l'investigateur principal. Et un des derniers centres, nous ne sommes pas déplacés parce que l'investigateur principal ne le souhaitait pas. Nous nous sommes mis en lien direct avec les DRCI pour travailler en bonne collaboration avec elles, puisque on doit s'appuyer sur ces équipes pour pouvoir ensuite répondre au rapport. Alors, les points d'attention qui ont été visés lors de la préparation des sites, c'était bien évidemment la conformité des consentements, la disponibilité des attestations de formation au BPC et les CV de tous les participants, la présence d'une liste de délégation de tâches, la mise à jour de la documentation fournie par le promoteur. Et on a alerté aussi les centres sur la logistique, telle que la réservation d'une salle avec des armoires qui ferment à clé, de préférence, mise à disposition de l'ensemble des dossiers patients. Les inspecteurs ne donnent pas les numéros des patients qui seront checkés lors de l'inspection. Ils doivent pouvoir être mis à disposition au moment de leur venue. Donc ça peut demander un travail conséquent lorsque de nombreux patients sont inclus dans une étude. Donc ça, faut vraiment l'anticiper. Il faut aussi prévoir des visites éventuelles des lieux d'archivage et des lieux de stockage des médicaments, et prévoir une possibilité d'accès aux dossiers informatisés des patients. Pour la suite,
de la préparation pour l'inspection. Alors, quand il s'agit de l'inspection, du promoteur, nous avons bien évidemment pris en compte les écarts qui avaient été faits lors des inspections de site, puisque ça nous a donné des alertes sur des points pour lesquels nous aurions besoin sans doute de plans d'action. Donc, par rapport à ces écarts qui avaient été cités, nous avons mis en place un certain nombre d'actions, et surtout, nous avons mis en place un plan pour montrer lors de l'inspection du promoteur que nous avions bien entendu leurs remarques et que nous étions capables aussi de prouver que les réponses apportées avaient été suivies des faits. Ceci nous a permis donc de faire un autodiagnostic et de mettre en place un certain nombre d'améliorations des processus. Après l'annonce de l'inspection au promoteur, on a aussi en parallèle réalisé un état des lieux avec la revue des dossiers en interne des projets concernés, avec des bilans sur les essais en termes de monitoring, de vigilance et de data management. On a aussi évalué nos points forts et nos points faibles avec une mise en place d'un plan d'action sur sur un mois pour voir comment on pouvait encore réagir sur certaines remarques éventuelles. Alors, il s'agit d'un travail collaboratif qui a impliqué la direction, les investigateurs coordonnateurs qui ont été sollicités puisque lors de l'inspection du promoteur, ils ont été interviewés pour présenter brièvement le projet scientifique, son contexte, sur la façon dont ils avaient choisi les centres et sur la formation des personnels qui ont été impliqués dans le projet. Et toute l'équipe de recherche a été très active dans la préparation de cette inspection. Il faut savoir qu'il faut être vigilant parce que tout le monde doit être au courant de l'inspection parce que les inspecteurs sont susceptibles d'interpeller toute personne présente sur les lieux et dans les bureaux. Donc, il faut prévoir un petit débriefing au préalable sur la façon de répondre ou de ne pas répondre justement aux questions posées. L'organisation de l'inspection s'est faite à partir d'un planning prévisionnel qui nous avait été transmis de la part des inspecteurs pour organiser un certain nombre de réunions sur les thèmes que l'on va voir par la suite. On avait fait le choix, nous, pour certaines thématiques, de préparer des supports. Il n'y a aucune obligation de prévoir un support. C'est en fonction de chacun, sauf que ça permet d'avoir un cadre, de rester aussi dans ce cadre et de pouvoir avoir une sorte de soutien lors des questions. Par contre, ces supports sont demandés par les inspecteurs. On s'est assuré aussi de la présence de 2 personnes par entretien pour qu'il y ait une personne qui réponde, une qui écoute et puis avoir un relais pour bien comprendre tout ce qui est demandé. Et on avait prévu un débriefing des équipes après chaque journée. La logistique, c'est la même que pour une inspection de site. Faut savoir qu'il faut prévoir aussi un accès à un photocopieur. Par contre, là, il ne demande pas d'accès au dossier informatisé du promoteur. On leur a proposé du café et de l'eau, mais il ne faut pas leur proposer de repas, puisque ça peut être mal interprété. Alors, les différents termes abordés lors d'une inspection promoteur, ça commence par il y a une certaine logique dans ce déroulé, la présentation de la structure avec l'organigramme, l'articulation des activités. Alors, je précise, l'organigramme, c'est un organigramme détaillé avec le nom des personnes et leurs fonctions. Par rapport aux articulations des activités, ils portent leur attention aussi sur la façon dont on formalise les liens interdépartements. Ils sont
très curieux de savoir comment on procède à la sélection des nouvelles recherches, quelles sont les méthodologies appliquées. Et il regarde aussi, bien évidemment, la qualification et la formation de l'ensemble des personnels impliqués dans les projets. Le thème suivant, c'est un thème qui porte sur le système documentaire et sur l'audit. Donc là, il demande quels sont les plans d'audit, quel système de GED on utilise. Donc voilà, il creuse un petit peu la question. Par la suite, on a évoqué la gestion de la recherche, donc les circuits de production, de validation, de distribution des documents essentiels, comment est réalisée la gestion des obligations légales et réglementaires. Pour le monitoring, on revient encore sur ce fameux plan de monitoring, comment il est élaboré, comment il est suivi, qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas suivi, quels sont les circuits de validation des rapports de monito, comment sont gérées les déviations et les non-conformités, non seulement de l'étude, mais aussi des processus globaux, pas que des processus de l'étude, et quelles sont les actions qui sont mises en place pour pallier à ces non-conformités et à ces déviations. Un autre thème abordé est celui des comités de surveillance. Alors, ils veulent savoir comment évaluer la composition de ces comités, qui évalue l'indépendance des membres et qui statue sur le choix des membres, comment ils sont remplacés le cas échéant, comment sont gérées les réunions. Par rapport au système de vigilance des essais, donc il s'intéresse à la qualification et la formation du personnel, à la permanence suffisante du personnel, à la gestion des données de vigilance, comment elles sont gérées, comment tout l'ensemble est traité. En termes de data management, les questions ont été qui ont été abordées sont la validation et la gestion des CRF, notamment les CRF électroniques, comment sont saisies et contrôlées les données, comment sont vérifiées et comment sont traitées ultérieurement les données. Et les derniers thèmes portaient sur l'analyse statistique et les validations des méthodes statistiques, sur le circuit des médicaments expérimentaux et sur la documentation relative à ce circuit, et en dernier lieu sur l'archivage et les modalités d'archivage. Et tout comme pour les inspections de sites, ils peuvent demander à visiter les archives et à nous montrer, à ce que l'on leur démontre comment on procède lorsque l'on a besoin de récupérer des données. Donc voilà pour les thèmes abordés lors de cette inspection. Je l'ai déjà évoqué précédemment, donc lors de l'inspection, il y a plusieurs entrevues individuelles selon donc ce fameux planning prévisionnel. Il faut essayer de ne répondre qu'à la question posée et savoir que tout est noté. Les inspecteurs, ils sont à deux avec leur ordinateur et ils notent systématiquement toutes les réponses, tous les commentaires qui sont faits. Ils gardent pour eux aussi plusieurs temps d'examen de la documentation où ils sont seuls avec la documentation. Et l'inspection se termine à l'issue des 3, 4 ou 5e jours par une réunion de clôture. Alors, une petite aparté, s'ils décident de rester plus longtemps, c'est possible aussi. Ils peuvent prévoir 4 jours, mais ajouter du temps s'ils le jugent nécessaire. Lors de cette réunion de clôture, c'est une liste à la Prévert des constats qui seront évoqués dans le rapport. Donc, ils ne les évoquent pas tous, mais ils évoquent uniquement les principaux. Mais ils ne donnent aucune criticité. Et ils nous expliquent ensuite le circuit le circuit du rapport qui sera envoyé. Donc, ce fameux rapport, il est envoyé au directeur lorsqu'il s'agit d'une inspection de promotion, ou à l'investigateur principal lorsqu'il s'agit d'une inspection de site, et ce dans les 30 jours. C'est ce qui est annoncé. C'est pas toujours le cas, ça peut être plus rapide, comme ça peut être plus long parfois. Par contre, nous, on se doit de répondre dans les 15 jours.
mais les inspecteurs tolèrent une prolongation à condition de l'annoncer dès réception du rapport initial et qu'elle soit argumentée. Donc ça peut être le fait que ça tombe pendant les vacances scolaires ou pendant les fêtes de Noël ou que l'investigateur principal du centre n'est pas disponible à ce moment-là. Nous, c'est ce qui s'est passé en fait pour nous, parce que dans un cas, l'investigateur était à congrès, donc on ne pouvait pas viser les réponses. On a eu un retour pendant les fêtes de Noël, donc on leur a demandé un délai d'une semaine supplémentaire. Voilà. Mais par contre, ils l'entendent et ils le respectent. Donc, ils nous donnent en général qu'on peut avoir jusqu'à 15 jours supplémentaires. Ils ne sont pas trop ces 15 jours supplémentaires, surtout lors d'une inspection de site, puisque les observations sont non seulement destinées au centre, mais aussi au promoteur. Et le promoteur n'est pas forcément sur les lieux du site inspecté, donc ça suppose des échanges entre les différents protagonistes. Et il faut savoir qu'il y a un seul rapport qui est rendu et qui est rendu par le site investigateur. Donc les réponses doivent être coordonnées et seul l'investigateur renvoie un rapport unique. D'où la nécessité aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, de bien s'accorder avec les investigateurs et les DRCI qui sont dans ce cadre-là aussi un réel soutien. Donc là, à ce moment-là, on apporte donc les réponses au constat. On peut apporter des justifications ou des preuves parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les inspecteurs regardent une partie de la documentation, mais ils n'ont peut-être pas tout vu ou n'ont peut-être pas trouvé le document qu'ils auraient dû voir. Ils trouvent souvent le document qu'ils n'auraient pas dû voir. Mais ça, c'est pas de chance. Et il faut présenter des mesures correctives ou préventives réalisables avec un plan d'action. Ils acceptent aussi le fait qu'on ne puisse pas tout corriger dans les 15 jours, mais qu'on évalue, qu'on mette en place un plan d'action avec différentes étapes. Une fois que vous avez transmis ce rapport, il est analysé, les réponses sont analysées et on reçoit un rapport final avec retrait ou maintien des constats environ dans les 30 jours ou alors, si les réponses apportées ne sont pas suffisantes et satisfaisantes au regard des écarts qui ont été évoqués et des actions qui ont été proposées, on peut se retrouver dans plusieurs constellations, soit en première intention avec une lettre de mise en garde qui demande des informations complémentaires et par la suite avec éventuellement un rappel à la loi qui sera une sorte de plan d'action un peu plus détaillé avec un certain nombre d'actions à produire dans des délais établis par le site inspecté ou par le promoteur inspecté. Si vous tombez sous le sceau d'une injonction, là, par contre, le cadre est beaucoup plus rigide puisque ce sont les inspecteurs qui donnent le cadre et qui donnent aussi la temporalité des actions à mener. Les projets de décision de police sanitaire ou les projets de sanctions financières ne concernent pas, dans la plupart des cas, les inspections réalisées chez le promoteur en France, mais peuvent concerner d'autres sujets, sachant que, vous savez sans doute, les inspecteurs de la NSM font des inspections aussi à l'étranger dans plusieurs endroits différents. Ça peut aussi concerner des inspections qui sont faites dans les laboratoires pharmaceutiques ou dans des sites de production. Donc, c'est le même déroulé pour tout le monde.
quelque chose d'important et tout à l'heure je vous disais que en fait la criticité n'était pas évoquée de la réunion de clôture pour la bonne et simple raison qu'il s'agit d'une revue collégiale des écarts et donc ce ne sont pas forcément les inspecteurs qui sont venus inspecter les sites qui vont évaluer la criticité. Elle sera évaluée en interne et sera ensuite donc intégrée dans le rapport initial. Les inspecteurs ont fait une présentation le 4 septembre aux Hospices civils de Lyon, dont ils nous ont transmis un certain nombre de points d'intention concernant les inspections de promoteurs institutionnels. Et donc, je vais vous rapporter ces différents points qui reprennent en fait les thèmes évoqués précédemment. Donc, un point crucial pour eux, c'est vraiment la sélection des investigateurs en termes de qualification, y compris la formation au BSPC. En termes de moyens disponibles, que ce soit les moyens humains, le moyen en tant que temps et les moyens financiers, et en termes aussi d'accès aux dossiers médicaux, avec un rappel des BPC, comme quoi le promoteur est responsable de la sélection du ou des investigateurs. Donc, effectivement, l'investigateur coordonnateur propose des centres, mais ceux-ci doivent être validés par le promoteur. Donc, ça passe par une faisabilité des centres. Hein, c'est vraiment une étape clé qui est extrêmement regardée et attendue par les inspecteurs, et donc une validation des centres par le promoteur suite à ces faisabilités. Et donc le plan d'action pour le promoteur, c'est vraiment de s'assurer aussi de la vérification des CV. J'attire votre attention sur le fait que les inspecteurs désirent des CV datés et signés de façon manuscrite, ce qui n'est pas forcément le cas qui n'est pas forcément demandé par les CPP. Alors, des équipes d'investigation, bien évidemment, mais aussi des personnels de la DRCI. On doit vérifier donc l'ensemble des formations BPC, donc avec une mise à jour régulière des BPC pour les personnels des DRCI et la vérification des BPC pour les équipes d'investigation. Là, nous, au niveau de l'interrégion Grand Ouest, on a quand même la chance de disposer d'un outil de formation gratuitement qui est l'outil Formidea. Donc, il faut en profiter, sachant qu'en plus, il est possible d'organiser des formations groupées. Donc, il y a plusieurs modèles de formation possibles. Il faut aussi être très vigilant, et ils sont vraiment très, très vigilants sur les listes de délégation de tâches. Et j'attire votre attention sur le fait que lorsqu'un investigateur principal change, il faut refaire la liste de délégation de tâches et tout remettre à jour. Et il faut être très vigilant sur le respect des tâches déléguées en termes de consentement, de prescription, puisque si une personne n'a pas été déléguée par l'investigateur principal, il ne peut pas intervenir sur l'étude, sur la tâche, sur une tâche qui n'a pas été préalablement définie. En termes de moyens disponibles chez le promoteur, donc on en a parlé tout à l'heure, hein, ils interrogent énormément sur la mise en adéquation des moyens nécessaires et des moyens disponibles, sur l'évaluation de la charge de travail, sur l'évaluation des moyens nécessaires également, sur la formation du personnel, avec un point de vigilance sur le turnover important dû au fait que les inspecteurs considèrent que les contrats sont précaires au niveau des promoteurs institutionnels, et sur la permanence aussi des activités, notamment pour les secteurs à faible effectif tels que la vigilance. Ils sont aussi très pointilleux sur la coordination des activités et la communication interdépartement.
Alors, en termes de plan d'action pour les promoteurs, on peut avoir besoin d'outils pour justement tracer le suivi de la charge de travail au sein des DRCI, pour tracer également la mise en adéquation des moyens avec la mise en place d'un certain nombre d'indicateurs. Et là, le réseau de qualité de la DRCI a engagé une réflexion, et cette réflexion fait écho aussi à une réflexion engagée au niveau du groupe national de travail de la qualité de la promotion. Les réseaux de compétences du GIRC apportent bien évidemment un soutien et permettent des partages d'expériences au niveau des secteurs à faible effectif, tels que, entre autres, la qualité et la vigilance. Donc ça, c'est quand même un plus dont on peut se satisfaire au niveau du GIRC. Par ailleurs, les inspecteurs soulèvent aussi des manquements au niveau du monitoring, non seulement au niveau du plan et du respect du plan, au niveau de l'adéquation du monitoring par rapport au risque de la recherche. On n'adapte pas le monitoring simplement par rapport au budget, mais bien évidemment par rapport au risque. Et là, il faut avoir en tête aussi une nouvelle notion qui est présente dans la nouvelle version des ICH E6R2, puisque la nouvelle version de ces ICH sera applicable lors de l'entrée en application du règlement européen sur les médicaments, c'est-à-dire à l'horizon 2020. Et la notion de gestion du risque est une notion qui est très présente dans cette nouvelle version des ICH. Il regarde donc si le plan de monitoring a été respecté par rapport à la première visite qui a été réalisée, sur la fréquence, sur la revue des comptes rendus, sur les actions entreprises en cas de problème grave ou répété, voir comment le promoteur a joué son rôle. Ils sont très vigilants aussi donc sur la validation des systèmes informatisés, non seulement les CRF électroniques, sur les bases de données utilisées lors des études, sur la réalisation politique, la formalisation de la validation de ces systèmes, que ce soit fait avant l'utilisation du système informatisé, pendant les suivis de modification, et s'il y a des validations qui sont faites par les fournisseurs, il faut être vigilant sur ce point parce qu'ils considèrent que ce n'est pas forcément suffisant. Il faut vraiment prendre du recul aussi lorsque l'on souhaite changer les prestataires, puisqu'il va falloir prendre en compte tous ces processus de validation qui prennent du temps et des ressources. Donc, c'est ce qui a été aussi évoqué au sein du GIRC et qui a été mis en place pour les deux principaux systèmes utilisés, non seulement EasyDrug et Nov Clinical, puisque vous savez qu'il y a eu des validations indépendantes des fournisseurs qui ont été réalisées pour ces deux systèmes. Par rapport au système qualité, donc les inspecteurs recherchent ou souhaitent voir la réalisation d'audits internes qu'ils considèrent comme une activité essentielle, mais pas simplement l'audit d'une étude, mais bien évidemment aussi de l'ensemble des processus et des différents secteurs, et notamment des fournisseurs principaux. Il faut aussi faire en sorte qu'il y ait un œil extérieur. Ça, c'est pas forcément évident à mettre en place dans les petites structures, puisqu'il ne faut pas que ce soit des personnes impliquées dans les recherches ou dans la rédaction des processus qui fassent les audits, puisqu'il y a des conflits d'intérêts. Et donc, une idée qui a été aussi développée au sein du justice, c'est de mettre en place donc des audits de prestataires. Il y en a un qui va se dérouler là au mois de mars et un autre qui est prévu ultérieurement, et mettre en place au sein du réseau, avec le réseau qualité du GIRC, donc des audits d'études médicaments en première intention, mais pas que, et des audits de processus. Et pour ça, il y a du personnel qui a été formé depuis quelques années.
On revient aussi à un point important, c'est sur l'archivage. Donc là, les inspecteurs alertent sur la gestion des archives, sur la sécurité des accès, sur les protections incendie, inondations, rongeurs, sur la durée de l'archivage et sur le fait qu'il faut faire attention aux conditions d'archivage temporaire qui parfois deviennent des solutions à longue échéance. Et aussi au fait qu'il faut non seulement archiver les supports papier, mais aussi les supports électroniques. Un autre point qui a été évoqué par les inspecteurs, c'est le fait qu'une signature scannée n'équivaut pas à une signature électronique, puisque une signature scannée n'a pas plus de valeur qu'un coup de tampon. Et il n'y a pas de possibilité de vérifier l'auteur et la date et surtout de vérifier que c'est bien la personne dont la signature qui a été scannée qui a apposé cette signature. Alors, je rappelle en aparté la définition d'une signature électronique, c'est ou dite aussi signature numérique. C'est un processus qui, en utilisant des mécanismes de cryptologie, permettent de garantir l'intégrité d'un document électronique et d'en authentifier l'auteur. Donc, par analogie, c'est la signature manuscrite d'un document papier. Voilà, j'ai fait le tour des points d'attention des inspecteurs par rapport aux promoteurs institutionnels et je vous remercie pour votre écoute. Tu as parlé pas mal du GIRC, des réseaux du GIRC. Pour les inspecteurs, c'est visible, le GIRC Hugo, c'est neutre, ils ne veulent pas voir, il faut que ce soit juste un système. Ça nous a frappé, c'est même eux qui en ont parlé. C'est-à-dire qu'on était identifié comme appartenant au GIRC Grand Ouest et le GIRC Grand Ouest connu par la NSN, on l'a appris à cette occasion pour le réseau de vigilance, en particulier avec Drug. De ce point de vue, ça a été un élément important avec les audits croisés, la validité des systèmes d'info spécifiques. On l'a découvert réellement à cette occasion. C'est-à-dire qu'ils considèrent comme valide quelque chose qui est fait à l'échelle du groupe, donc pas fait spécifiquement pour un site. C'est intéressant parce qu'effectivement, ça a intérêt à mutualiser ce genre de process. Il y a un truc qui m'a surpris, c'est que le promoteur est responsable du choix des investigateurs. Oui. Des centres. Non, du choix des centres. Du choix des centres, parce que tu sais comment tu fais un choix d'investigateur. Justement, Ah oui, on sait, oui. Les inspecteurs, ils savent très bien aussi comment faire les choix. Mais peut-être Catherine, on va revenir sur ce que vous avez fait à ce sujet. Effectivement, il nous rappelle sans arrêt que c'est le promoteur qui assure la promotion. Et à ce titre-là, c'est lui qui a la responsabilité du choix des centres. Alors, bien évidemment, c'est impossible à concevoir sans les investigateurs du bicentre et voilà. Et donc, il faut effectivement pouvoir exposer les raisons pour lesquelles on a sélectionné un certain nombre de centres. Et qu'en particulier, il a les compétences. Enfin, c'est ça. Je souhaite que c'est ça, surtout eux. Est-ce que dans ce cas-là, on démontrer. pourrait imaginer une espèce de petit checklist super simple qu'on fournirait à chaque fois qu'on appelle un copain en disant est-ce que tu veux bien être investigateur? Tu as des compétences, et si des compétiteurs, tu m'envoies ton CV, puis tu me remplis la. Enfin, je ne sais pas si ça a du sens ou pas. Parce que c'est toujours pareil, si on va se mettre de barrière et qu'on va avoir du mal à avoir des centres d'investigation. La formation BPC, c'est un plus. La forme VDA, là aussi, l'offre aussi, elle est facilitante. Des établissements de l'Ouest. Parler un peu plus fort. Elle est facilitante mais lourde. Elle est facilitante mais lourde. Mais comme on est dans un processus où il faut montrer la traçabilité, on est tracé, déjà, c'est façon de le faire. Évoquer effectivement un peu comment l'équipe du centre investigateur est organisée au plan humain, au plan des moyens humains et autres qui sont consacrés, et puis les modalités d'accès au dossier. De toute façon, quand ils vont sur place, ils regardent. C'est-à-dire qu'ils regardent qui a signé, comment les consentements sont organisés, qui fait quoi, est-ce que c'est bien l'investigateur marqué sur le papier qui suit l'étude ou est-ce que ça se passe autrement.
Et puis, comme on le voit, moi je pense qu'il n'y a pas de surprise, c'est toujours du temps à y consacrer, mais comme la voie d'abord pour eux, c'est une ou deux études de médicaments avant, ils savent ce qu'ils viennent regarder. Donc, ils ont repéré dans les centres investigateurs des écarts types, on va dire comme ça. Et ils s'en servent comme voie d'abord. Ensuite, chez le promoteur, pour croiser ce qu'ils ont observé sur site chez un investigateur, et pour croiser, quand même, on peut dire, parce qu'on est entre nous, il n'y a pas vraiment de surprise. Alors, au cours du process, il y a des aléas, il peut y avoir des interruptions, une étude qui a suivi un cours sinueux et tortueux, mais ils sont dans leur rôle. Tracé en expliquant pourquoi on a X centres, qui sont les interlocuteurs localement, ça fait partie finalement de la documentation d'un projet. Encore je ne vais pas monopoliser la parole, mais il y a marqué qu'il te faut un constat à la fin, factuel, en fait, et sans critique ni commentaire. Est-ce qu'il y a un moment quand même où il y a un retour qui peut te servir pour améliorer tes process, qui peut te servir de conseil? Est-ce qu'il y a un moment où il faut une espèce de synthèse où ils disent bon, voilà, on a pensé, c'est dans le rapport, où ils disent bon, voilà, on a fait ça, on a fait ça, donc il faudrait que vous fassiez ça, il faudrait que vous fassiez ça. Parce que ça vient à un moment, ça. C'est pas dans leur fonction. Leur fonction, c'est vraiment une fonction d'inspection. Ceci étant, ils le redisent, c'est pas une boîte d'audit de conseil, ils ont une mission d'inspection. Donc c'est très clair, ils séparent bien les rôles. Ceci étant, ils commencent à bien connaître les CHU, leurs différents formats. Ils commencent à faire leur doctrine, et la restitution de la CRI, c'est ça, ils commencent à constituer leur doctrine sur ce qui marche dans les CHU, ce en quoi on est différent de l'industrie quand elle met en œuvre des essais de médicaments, clairement. Et donc, ils ont des points de repère, ils savent nous situer. On peut aussi effectivement évoquer le fait que s'ils sont donneurs d'ordre, ils ne sont pas financeurs. Donc, de toute façon, ils constatent quelque chose à un moment donné. Si je compare avec l'ASN, par exemple, ils peuvent aller fort, ou moyennement fort, mais c'est eux qui font. Donc, quand même, avec le professeur Pépi, on peut quand même témoigner que sur certains aspects où on avait besoin de discuter avec eux, en s'y reprenant à plusieurs reprises, par des moyens détournés, on a pu discuter quand même. Ça n'est pas écrit dans le rapport, mais on a pu discuter avec eux. Dans le rapport. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que dans le rapport, il n'y a aucune surprise par rapport au déroulé de la visite et surtout à l'autodiagnostic qu'on fait là. C'est-à-dire que, bon, voilà, la nouvelle tombe, c'est comme ça, une inspection, c'est jamais marrant, c'est du temps supplémentaire à y consacrer, un petit peu de précaution. Et que finalement, l'inspection qu'on a avant sur une ou deux études de médicaments, elle permet déjà de situer un peu le curseur, de voir où on est. Ensuite, l'inspection officielle sur le process DRC est annoncée. Et là, on se lance dans l'autodiagnostic. Et ce qu'il faut, c'est avoir le moins d'écart possible entre l'autodiagnostic et la visite elle-même. Pour la visite elle-même, elle se prépare formellement. Mais elle se prépare au fond, mais elle se prépare aussi formellement. Je pense que les erreurs, il y en a. Forcément, lors d'une inspection, on découvre des choses qui ne sont pas raccord. Ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave. Les équipes ne doivent pas être seules, elles doivent toujours être encadrées, qu'on puisse reprendre la main si jamais elles étaient un petit peu mises en difficulté. C'est absolument pas l'objectif. Donc, on ne doit pas aller seul à un entretien, on doit être accompagné et on répond à la question posée. On répond pas autour. Et puis, quand le bilan arrive, c'est intéressant de voir quels sont les écarts par rapport à l'autodiagnostic qu'on avait fait, et surtout, c'est pour l'avenir qu'on travaille. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on donne comme suite? Et là, il ne s'agit pas, dans les 3 mois qui viennent, d'avoir le petit doigt sur la couture du pantalon et d'être parfaitement raccord sur tout. Il s'agit de dresser un cap. Il y a des choses qui se résolvent en quelques coups de crayon, qui, même entre la journée finale et le rapport écrit, sont résolues. Auquel cas on peut l'écrire, mais qui nous amène beaucoup plus loin. Le sujet de la répartition des charges de travail est un sujet qui est résolu par personne. Enfin, donc, il faut le prendre comme une démarche d'amélioration continue de la qualité, un peu comme ce qu'on a connu à l'ANAS et la HAS. On prend les choses avec. C'est une inspection, c'est sérieux. Il y a des sujets qui sont tous importants, mais il y en a d'autres sur lesquels il est facile d'agir, d'autres sur lesquels c'est plus long. Ouais. Alors,
Je ne sais pas si vous entendez bien, mais a priori, il y a qui m'ont spécifié que le son n'était pas forcément très bon. Donc nous avons, donc comme je vous l'ai dit au début, vous pouvez vous manifester par chat pour nous poser des questions ou par oral, et on vous ouvre votre micro. Donc nous avons, je vois des personnes de l'ICO qui ont participé à la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Nous avons également des questions des personnes de Chartres. Je vais lister de toute façon les centres qui souhaitent intervenir, mais n'hésitez pas, donc comme je vous l'ai dit au début de la présentation, de vous manifester par l'outil qui se trouve sur la droite de votre écran. Donc nous avons des... Oui, il faut mieux vous montrer la salle plutôt. Nous avons des personnes de Chartres, de Vendée, de Nantes, de Bretagne Sud, de Guillaume-Régnier, de Rennes, de Morlaix. Alors Tours, je ne sais pas si vous avez résolu vos problèmes de son, de Brest, du Mans et de Saint-Brieuc. Avez-vous des questions? Alors, Madame Sidgers, donc de l'ICO, nous dit que c'était très clair, qu'elle n'a pas de questions. Voilà. Madame Aprelon également, c'était très clair et qu'elle n'a pas de questions. Bien. Ah, alors voilà, nous avons une question, quelqu'un qui se manifeste. Donc, Monsieur Chenet du CHU de Rennes a une question sur les audits. Souhaitez-vous, je vais ouvrir votre micro, Monsieur Chenet, si vous voulez du coup l'avoir en direct. Voilà, j'ai ouvert votre micro, Monsieur Chenet. Ça marche. Bonjour, merci, merci pour cette intervention. J'ai juste une question. À la fin de votre intervention, vous avez dit qu'il y avait effectivement une importance sur les audits de manière générale, et vous avez juste parlé des audits prestataires, et je n'ai pas entendu finalement ce qui avait été organisé à Angers ou dans le cadre du GIRSI pour ces audits prestataires. Est-ce que vous pourriez juste reformuler éventuellement ce que vous avez déjà dit ou même approfondir? Oui, alors, donc en fait, suite à l'inspection, on a discuté avec Génie Laclaude, hein, qui est la responsable du réseau qualité au niveau de l'interrégion, pour mettre en place des audits de prestataires et notamment des audits de nos deux principaux prestataires qui sont Evidrug et Enov Clinical. Et donc, dans ce cadre-là, il y a un premier audit qui va se dérouler au mois de mars. Je ne sais plus pour lequel des deux, mais en tout cas, il y a un des deux prestataires qui va être audité par un certain nombre de personnes. Je crois qu'elles sont 3, donc des experts de l'interrégion pour se dérouler l'audit. Et l'autre audit est prévu normalement d'ici la fin de l'année. Et ça, c'est une force puisque, comme on disait tout à l'heure, hein, le GIRSI est reconnu par les inspecteurs, mais il faut aussi être vigilant parce que autant les actions du GIRSI sont reconnues que si jamais le GIRSI ne voulait pas s'engager sur ces actions, eh bien, chaque promoteur devrait le faire. Donc, voilà. Donc, nous, l'idée, c'est de mettre en place des moyens et de faire les choses pour l'ensemble des CHU ou des établissements concernés. Très bien, merci, c'est très clair. Merci. Donc, effectivement, plusieurs centres m'ont dit que la présentation était vraiment... Vous n'avez pas de questions, notamment comme Lorient Lycéo ou le CHU de Brest. On va attendre encore une petite minute. Café pas bon, c'est ça, j'ai bien compris. Et une recette particulière? On leur sort du bon café. C'est vraiment vrai qu'il ne faut pas en vouloir finir, il y a un café haut. Ouais.
Non, c'est vrai parce qu'en fait, je l'ai lors de il y avait la première inspection de site, c'était un site d'Angers, et j'avais prévu des repas au self. C'était non. Donc voilà. Bon, par contre, on a quand même bu du café. Oui, après, je leur ai demandé la deuxième fois quand ils sont venus, est-ce qu'on peut vous offrir un café? Il m'a dit oui. Mais non, en termes de repas, et en plus, ils ne prennent pas trop le temps de manger, je crois. C'est quand même un Ils vont chercher un sandwich. Les rendez-vous sur site, puisqu'ils sont allés à la journée, par exemple. Oui, ils donnent manger ce qui est fait. Les synthèses entre eux, les synthèses avec l'équipe localement, ce sont des bonnes journées. Et c'est quoi le profil des inspecteurs? Ils sont pharmaciens ou médecins. Ils ont. Il n'y avait pas un médecin? Non. Ouais, c'était 2 pharmaciens, mais il n'y a pas que des pharmaciens. Il y a des médecins aussi dans le pool. Ils sont 6. Et donc, ils font que ça. Mais ils ont eu des expériences, plus ou moins des expériences de terrain. Là, on en avait un des 2 qui avait travaillé dans le domaine de la vigilance. Donc, on voyait bien qu'ils maîtrisaient bien cette thématique. Connaissant très bien l'industrie pharmaceutique. Et ils connaissent bien aussi une doctrine sur les CHU ou les établissements hospitaliers avec une activité de recherche. Ils ont tous une expérience professionnelle. Oui. Alors, nous avons une question de Monsieur Pajot, de Monsieur Jacob à Nantes. Je vais ouvrir votre micro, sinon je la poserai. Je ne dois pas pouvoir ouvrir votre micro, vous n'avez peut-être pas de micro sur votre ordinateur. Donc je vais la poser pour vous et comme ça, Madame Hu et puis l'Assemblée pourra y répondre. Donc, a-t-on des retours d'inspection sur des études RIPH? Alors, pour l'instant, je ne sais pas, sauf qu'au niveau du réseau national de la qualité de la promotion, nous avons engagé une démarche d'écartothèque, c'est-à-dire qu'on a sollicité toutes les DRCI au niveau du territoire pour qu'ils nous remontent leurs écarts de façon anonymisée. Donc des études qui se sont déroulées depuis les 5 dernières années pour pouvoir voir l'évolution en fait des écarts et l'évolution des points d'attention des inspecteurs. Puisqu'on a quand même constaté que il y a une grande professionnalisation aussi des promoteurs institutionnels et que maintenant, vous voyez, ils vont rechercher maintenant les audits de prestataires. Avant, on était plus sur les BPC ou encore avant sur autre chose. Donc, il y a une évolution aussi des points d'attention des inspecteurs et pour avoir une idée vraiment de la façon dont les choses ont évolué, ce travail a été lancé. La synthèse n'a pas encore été effectuée et il y aura une restitution sans doute au printemps au niveau du réseau national qui sera mis à disposition par la suite. Merci. Nous avons une question également de Madame Pajot, donc qui se trouve au CHD Vendée. Alors également, je vais ouvrir votre micro, si je peux le faire. Je ne peux pas le faire, donc je vais poser la question pour vous. Donc les 2 centres inspectés étaient-ils les plus gros recruteurs? Demande le CHD Vendée. Et non. Alors, pour une des études, il n'y avait qu'un seul centre. Donc là, il n'y avait pas le choix. Et pour l'autre étude, c'était un centre qui avait bien recruté et l'autre qui n'avait pas bien recruté du tout, même. Donc là, c'est pas un critère de sélection. C'est pas un critère de sélection d'avoir été gros recruteurs. Ils peuvent aussi choisir des centres parce qu'ils ont des doutes sur lors d'inspections précédentes, qui ne concernent pas forcément nos études en tant que promoteurs, mais sur des constats qui ont été faits lors de d'autres inspections avec d'autres promoteurs. Donc, ils vont aller vérifier certaines choses par le biais de cette nouvelle inspection. Mais il faut recruter.
Merci beaucoup. Donc là, a priori, les questions se sont taries et beaucoup de personnes vous remercient en tout cas pour votre présentation très claire. C'est quoi le rythme d'inspection pour un promoteur, on sait? Pour un centre promoteur, le rythme des inspections, peut s'attendre à une inspection quoi, tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans? 2 ou 3, je ne me souviens pas. Est-ce qu'ils arriveront à tenir le rythme? 2 ou 3? Moi, j'ai un souvenir de 2 ans. Mais... C'est quoi l'arrivée, c'est de venir vous voir tous les 2 ans? Ouais. Oui. Une fois qu'on a commencé. En fait, je pense qu'après, ça va être plus facilitant pour eux. 3 ans, je crois, Ouais. à Toulouse. Après, ça dépend Renforcer aussi. leur équipe, mais comme ils en mettent plus dans la boucle des inspections, Voilà. il faut qu'ils puissent se Ils soutenir. font pas que les Moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'après, on est inspecté en fait quasiment tout le temps. Enfin, après, ça va être au fil de l'eau en fait. Le plus gros travail, c'est quand même ce qu'on vient La de faire première. là. C'est la première, hein, qui est quand même assez conséquente, et pour eux et surtout pour nous aussi. Mais je pense qu'après, c'est au fil de l'eau, parce qu'après, ils connaissent bien aussi. des critiques, des projets que l'on peut avoir aussi. Ça va dépendre si on a des projets Sauf sensibles. effectivement détection d'un écart critique majeur, qui n'est plus un écart critique, mais qui est un écart majeur, et là qui exige la même chose qu'avec la HAS finalement, qui doit prévoir une visite dans un délai qui est fixé par le rapport final et qui dit voilà l'écart, et on considère que l'écart est si majeur que nous redemandons à venir vous voir avant un délai de 2 ou 3 ans. Et on est dans des situations extrêmes qui sont connues, qui sont déterminées au moment de la visite. Il n'y a pas de surprise. Au moment de la visite, l'écart est posé, un rapport final s'est posé aussi. Et le rapport écrit vient confirmer souvent une orientation forte qui avait été pointée lors de la venue sur site. On a vu au début sur notre schéma, tout va bien, puis l'injonction, puis la catastrophe. Est-ce qu'on connaît le pourcentage d'injonction et le pourcentage de catastrophes sur le nombre de visites qu'ils font sur les institutionnels? Elles sont publiées sur le site de la NSA. D'accord. Et alors Non, je n'ai pas été là. Si on en a connu une pour un centre, un promoteur institutionnel. D'accord. Et ça a été jusqu'à l'injonction? Jusqu'à l'injonction. 6 mois. Oui, c'est 6 mois, 6 à 9 mois pour être en conformité. Là, c'est lourd. c'est lourd, On ne parce peut que pas là, mettre du calendrier et ça suppose des moyens conséquents. Mais là encore, l'étape de préparation, d'inspection, elle est très importante. C'est-à-dire que il faut, même si on a des points de faiblesse, si on a des points forts, il faut tout inventorier et voir comment les choses vont être préparées et présentées. Et ne pas attendre. Oui, ça doit. Mais tout est publié. À partir du moment où vous êtes sur à partir du moment où il y a une injonction, tout est disponible sur le site de la NSA. Nous avons encore une dernière question. Ou pas. Alors, de monsieur Kevin Dewez. Je cherche, voilà, vous êtes de Tours, donc il nous demande, donc il vous remercie encore une fois, qui vous demande quel est le rôle des ARC moniteurs lors de ces inspections. Est-ce qu'il y a un rôle particulier en lien avec cette profession? Oups, pardon, excusez-moi, c'était le micro. En fait, lors d'une inspection de site, l'ARC moniteur peut être présent ou pas. Ça, c'est au choix de l'investigateur principal. Et lors des inspections de promotion, ils font partie des équipes interrogées comme le data manager, comme le chef de projet, comme le vigilant. Ils participent aussi activement à la préparation des documents qui sont demandés par les inspecteurs. Faut demander Ça répond à votre question? Très bien, merci. Pour le coup, c'était la dernière question. On s'arrête là. Merci Catherine, c'est super. Merci. Merci à tous. À une autre fois.
avez fermé les micros.